Donc Nathalie, parce que c'est vrai qu'on parle, on essaye, l'idée au sein du forum, c'est d'aborder vraiment la neurodiversité sous plein d'angles. C'est de faire de la diversité, en fait, tout simplement. Et que cette diversité, elle s'exprime aussi sur scène, avec des points de vue qui sont différents et singuliers. Et Nathalie Ross, euh, c'est une femme que j'avais déjà pas mal identifiée, c'est ce que je te disais sur les réseaux sociaux, parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose de très différent, quelque chose de singulier dans sa façon de s'exprimer, dans sa façon de manager et de diriger. Et je suis très heureuse du coup qu'elle ait accepté de venir témoigner et partager son point de vue sur la neurodiversité et son expérience. Donc toi, Nathalie, tu as occupé pas mal de postes de direction dans des grands groupes internationaux. Tu étais présidente de la division produits professionnels chez L'Oréal, membre du comité exécutif du groupe. Plus récemment, CEO de Lipton Teas Infusion. Et en fait, tu as toujours, et c'est ce qui m'a toujours un petit peu interpellée, dans ta façon de diriger, parce que là, on est vraiment sur la notion aussi de fait de diriger. Tu parlais beaucoup d'humain, tu avais vraiment, enfin tu l'as toujours d'ailleurs, cette façon d'inclure l'humain dans ta façon de parler, dans ta façon d'adresser les grandes trajectoires de l'entreprise. Et j'ai envie de te demander cette question. Tu es quand même reconnu pour ton leadership visionnaire, inclusif et humain, et ta capacité à piloter efficacement des transformations ambitieuses, encore une fois le mot transformation, tout en renforçant l'impact social des entreprises que tu as dirigées, ce qui te place aujourd'hui parmi les leaders les plus influents d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande singularité en tant que leader, ta signature, sans être influencé par ce que je viens de dire, bien sûr? Pas du tout influencée. Merci Sabrina, merci d'abord de m'avoir inclus aujourd'hui dans cette journée pour laquelle, effectivement, quand tu m'as contacté il y a 2 semaines, je t'ai dit je n'ai aucune légitimité sur le sujet, ce qui me semble assez atypique peut-être de pas mal de personnes. Que j'entends souvent. Voilà, qui ne se sentent pas toujours légitimes là où elles sont. Et j'ai déjà appris beaucoup de choses aujourd'hui, donc vraiment je te remercie. Et comme je disais à Claire, quand elle reviendra en Alsace, on ira voir les écluses ensemble, puisque je suis alsacienne et peut-être tu parles de ma singularité, ben, ça en fait peut-être partie, c'est que j'habite toujours Strasbourg et que finalement j'ai pratiquement pas quitté l'Alsace de ma vie. Je crois qu'on est tous déterminés certainement par nos parents, notre éducation, en tout cas c'est ce que je crois. Et moi j'ai été élevée par une maman qui était une femme visionnaire, qui avait fait HEC jeune fille à l'époque, parce que mon grand-père, qui était immigré de Turquie, pensait que ma mère était douée pour les études et que HEC, c'était ce qu'il y avait de plus court si on faisait pas de prépa. Et ce que ma mère, effectivement, a fait HEC sans prépa. Et elle nous a élevés, mes sœurs et moi, avec l'idée qu'il faut faire des études en tant que femme, il faut avoir une carrière, mais le plus important dans la vie, c'est quand même de se marier et d'avoir des enfants. Et de l'autre côté, un père qui a été sauvé par des justes pendant la guerre et qui a passé sa vie à rendre, en étant notamment président d'une association qui s'occupe d'enfants en difficulté, dont j'ai pris la suite depuis 2015 pour moi aussi m'occuper de ces enfants. Et d'ailleurs, j'ai réalisé, c'est incroyable, en fait, j'ai toujours placé l'éducation au centre de cette association qui existe depuis 1872, qui s'appelle Les Cigognes, justement, de Haguenau, en Alsace. Et nous venons d'ouvrir au mois de mai cette année un centre de développement de l'enfant, Les Cigognes, à Strasbourg, qui est un centre justement où une jeune femme, enfin une femme, qui est orthophoniste de métier, a été formée à faire du diagnostic à 360 pour aider des enfants qui rencontrent des difficultés à l'école. Et on accompagne ces enfants en les orientant, enfin cette femme accompagne les enfants en les orientant vers les disciplines qui sont adaptées pour les aider justement à réussir leur scolarité et donc potentiellement à réussir leur vie. Donc tout ça pour dire que peut-être ce qui me rend singulière, c'est que ma priorité dans la vie, ça a été clairement d'avoir une famille. Et c'est ce qui a déterminé ma carrière, puisque j'avais quitté l'Alsace pour mes études, puis j'ai commencé ma carrière par hasard en Alsace, parce que contrairement aux gens qui étaient moyennement, enfin qui étaient justement peut-être normaux, quand on sortait de l'école comme la mienne, j'ai fait une école de commerce.
En 87, si on n'était pas trop bête, on faisait marketing ou finance, mais moi je voulais faire de la vente. Et donc j'ai commencé à vendre du café Maxwell. Et Kraft m'a envoyé en Alsace parce que j'étais originaire d'Alsace. Et ensuite j'ai été promue chef de vente régionale à Lyon. Mais juste avant de partir, j'avais rencontré mon futur mari en Alsace, qui se trouve être dentiste. Et donc, j'ai très rapidement démissionné de Kraft. Alors que j'avais 23 ans, j'étais la plus jeune chef de vente. J'encadrais déjà 6 représentants. J'étais la seule femme. Mais encore une fois, ma priorité était ailleurs. Et finalement, après, j'ai fait différents choix, puisque c'est comme ça que je suis rentrée chez Mars. 11 ans plus tard, en 2000, j'ai quitté Mars parce que j'avais fait le tour de ce que je pouvais faire depuis l'Alsace. Je voulais pas déménager à cause de mon mari, mais je voulais pas voyager non plus parce que mes enfants étaient petits. Mon dernier avait 4 ans. Donc, je suis allée vendre de la bière chez Cronenbourg. Puis Mars m'a rappelé, j'ai été patronne de Mars France, puis patronne de Mars Europe. Puis finalement, après 4 ans de discussion avec L'Oréal, je ne sais plus où elles sont, mes anciennes collègues, là, Sylviane, voilà. Et après 4 ans de discussion avec le directeur général de L'Oréal, j'ai finalement décidé de rejoindre L'Oréal en me disant que s'il y avait un endroit au monde où je pouvais vraiment faire une différence, c'était chez L'Oréal, qui est une entreprise où il y a beaucoup de femmes, qui s'adresse beaucoup à des femmes, et qui a un rôle à montrer dans le monde, je pense, justement, de leadership à ce niveau-là. Parce que, en fait, ma possibilité, je l'ai formalisée en 2009 dans une formation que je faisais chez Mars. Je me suis rendu compte que ma possibilité, c'était un coach qui nous amenait à réfléchir à notre possibilité en disant que si chaque leader amenait cette possibilité dans l'entreprise, ça rendrait l'entreprise beaucoup plus riche. J'ai défini la mienne comme celle de rendre la vie des autres meilleure. Quand j'étais chez L'Oréal, je disais la vie des autres plus belle. Donc la vie des autres meilleure, avoir cet impact sur la vie des autres, avec peut-être ce mélange de sens maternel et de responsabilité, et de se dire qu'on sert à quelque chose dans la vie et que depuis l'entreprise, on peut avoir un impact vraiment positif. C'est ce qui m'amène peut-être avec un leadership un peu différent, au sens où c'est vraiment les hommes et les femmes qui m'intéressent. Et j'ai développé ce sens de ce que j'appelle la création de valeur pour tous, d'être convaincu, parce que je suis quelqu'un de très optimiste, qu'on peut faire une différence positive qui bénéficie vraiment à tous. Et en ayant ça en tête et en faisant pas de compromis, je pense qu'on arrive à des solutions qui sont plus créatives et plus durable. Alors, pas de compromis, oui. Pardon. Comment tu as fait concrètement? Parce qu'on sait très bien que ce que tu mets en avant, c'est l'impact humain de tes actions et enfin, en tout cas, ton leadership et ta capacité à diriger. Mais finalement, les gens en entreprise, on sait que la notion de performance, parfois, elle peut mettre l'humain un peu de côté. Et quand tu es dirigeant, tu es dans un écosystème quand même qui est très porté par ça, qui peut se comprendre, mais en même temps pas au détriment de l'humain. Comment toi, tu as réussi à faire ta place et comment tu as choisi tes environnements? Parce qu'on sait qu'il y a des environnements qui sont favorables à ça, et puis il y en a qui le sont beaucoup moins. Comment tu as choisi tes environnements? C'est quoi tes choix? Tu parlais de L'Oréal tout à l'heure, mais c'est quoi tes choix finalement? En fait, mes choix, ça a été de choisir l'endroit où je pensais que je pouvais avoir le plus d'impact. Donc, je vous ai parlé de L'Oréal, parce qu'à ce moment-là, L'Oréal voulait devenir une entreprise plus humaine. L'Oréal a toujours été une entreprise très centrée sur les produits, sur l'innovation. Et celui qui était à l'époque, justement récemment nommé président-directeur général, avait pris conscience que pour attirer sur le long terme les meilleurs talents dans l'entreprise, il fallait apporter une autre promesse à ces talents et en rendant l'entreprise plus humaine. Donc c'était ça en fait qui m'avait amené chez L'Oréal et j'espère avoir contribué en ce sens. Mais plus récemment, je suis allée diriger une entreprise que j'ai appelée Lipton Teas and Infusions, puisqu'en fait ce sont les marques de thé qui appartenaient à Unilever et qui ont été vendues à un fonds d'investissement privé. Et pourquoi je suis allée là-bas ? Parce que je me suis dit là aussi que je pouvais vraiment avoir un impact. Et en l'occurrence, ça m'a pris 2 ans, beaucoup plus rapidement que ce que j'avais prévu, parce que c'était dans un environnement privé où on peut aller plus vite. Mais mon idée, c'était vraiment de changer la vie des 13 millions de personnes qui dépendent du sourcing du thé dans le monde. Et en fait, c'est pour ça que j'y suis allée.
et finalement, je crée mon propre environnement parce que après, ça me permet aussi de recruter des gens avec moi qui ont cette même ambition d'amener une vision et de la rendre réelle. Et donc c'est vrai que concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? L'industrie du thé, c'était une des industries les plus dévalorisées et avec justement un vrai problème d'équilibre dans le monde. Pour tout vous dire, le premier magasin que j'ai visité quand j'ai commencé dans ce job en juillet 2022, j'étais en France et je suis allée avec l'équipe visiter un Auchan. Et en fait, Auchan, La Défense. Donc, et on a passé au moins 2 heures dans ce magasin, ce qui fait partie des changements culturels que j'ai amenés, c'est-à-dire que la réalité du business, elle se trouve là où les consommateurs achètent, hein, c'est-à-dire dans un rayon et pas dans une salle avec des PowerPoint. Donc, on était devant ce rayon et là, il y a une femme d'origine africaine, noire, qui est arrivée dans le rayon avec les paniers qu'on tire, là, pas un vrai chariot, mais un panier comme ça à tirer. Et elle a pris des boîtes de thé, en l'occurrence beaucoup de Lipton, et elle les a mis comme ça dans son panier. Bon, on aurait pu penser que c'était mon équipe qui l'avait payé, mais c'était pas spécialement, on va dire, la consommatrice lambda, mais je lui ai demandé, mais comment ça se fait que vous achetez tellement de thé? Je me suis dit, peut-être la dame, elle a une boutique, elle le revend ou je sais pas quoi. Pourquoi vous achetez tellement de thé? Elle dit, parce que je l'envoie dans ma famille en Afrique. J'ai dit, comment ça? Elle m'a dit, en fait, je fais souvent ça parce que en Afrique, on cultive du thé, mais on n'a pas les moyens d'acheter le produit parce que c'est trop cher. Donc moi, je l'achète ici parce que c'est moins cher et je l'envoie dans ma famille. Donc j'avoue qu'elle m'avait résumé exactement la raison pourquoi j'étais là. Et je lui ai demandé si elle faisait ça pour d'autres produits. Elle m'a dit oui. Et elle a regardé les rayons. Elle m'a dit, je fais aussi pour le cacao, pour le café. Et je me suis dit, vraiment, ce monde ne tourne pas rond. Et en fait, j'ai eu la chance que le président du Kenya soit en visite à La Haye. Donc mon bureau, c'était à Amsterdam. Que le président du Kenya soit en visite à La Haye. Et je me suis dit que j'allais faire du Kenya le pays qui allait créer un modèle différent. Et pourquoi? Parce que Lipton achète 50% de son thé au Kenya. Le thé est la première ressource de monnaie étrangère au Kenya. Le Kenya est le 3e producteur du thé dans le monde, ce que les gens ne savent pas. Et en plus, c'est du thé de qualité parce qu'il faut du soleil et de l'humidité pour faire du thé. Mais ici, en plus, on est en hauteur, comme là au Kenya, ça donne un thé vraiment de qualité. Et donc, je me suis débrouillée pour rencontrer le président du Kenya à La Haye. J'ai passé d'abord, il m'a accueilli, c'était assez intéressant. On parle de diversité. J'étais avec mon directeur de la supply chain et puis mon petit gars qui faisait corporate affairs. Et quand il est arrivé, il savait pas pourquoi il était là, mais il m'a accueilli chaleureusement comme la DIRCOM, forcément, puisque j'étais avec 2 hommes, c'était évident. Mais finalement, on est resté 2h30 ensemble. Et en fait, je lui ai expliqué ma vision d'apporter plus de valeur par le thé au Kenya et de faire du Kenya le pays rôle modèle du thé dans le monde. Et c'est ce qu'on a fait en travaillant en collaboration en 1 an. On a développé ce projet, on a développé des nouveaux standards de qualité, d'environnement et sociaux. Et pour finir, j'ai vendu nos propres plantations à celui dont on a fait le premier fournisseur de thé dans le monde et le premier à mettre en place nos standards. Et ensuite, utiliser notre nom Lipton, puisqu'on est aussi le plus gros acheteur de thé dans le monde, pour demander à tous nos fournisseurs d'appliquer ces nouveaux standards sur une échelle de progrès sur 3 ans. Et avec ça, on a complètement transformé l'industrie. Donc, finalement, l'environnement, j'ai toujours choisi comme un endroit où je peux servir à quelque chose et en le faisant vraiment avec toutes mes convictions, toute mon ambition, entouré de personnes qui partagent le même rêve et en créant cet environnement qui fait qu'on partage en fait un projet commun.
Donc en gros, c'est la possibilité de faire, la liberté de faire quelque chose d'utile en utilisant l'entreprise comme étant un moteur justement à impact quelque part. C'est un peu une autre façon de voir, enfin qui me semble moi tout à fait, enfin en tout cas qui est une façon que j'ai de vraiment concevoir le monde de l'entreprise aussi. C'est au service des humains d'abord, mais effectivement ce que tu décris, c'est intéressant parce que tu raisonnes écosystème et pas simplement pas le nez sur le guidon, mais vraiment tout l'écosystème qui interagit avec l'entreprise. Mais à l'intérieur, si on regarde les salariés, les collaborateurs, ça c'est vraiment l'impact avec les fournisseurs, avec les collaborateurs en interne. Par exemple, si on prend l'exemple des profils neuroatypiques, il manque beaucoup d'assurance, ils ont peur d'affirmer leurs idées très souvent parce qu'ils se font balader. Claire l'a bien montré un peu sur cette façon d'être différent qui peut interpeller. Et puis, moi je le dis aussi, être harcelé aussi parce que certains vont trop loin, certains ont cette vision qui défendent corps et âme dans un écosystème qui n'est pas forcément favorable. Si tu avais un conseil, toi, à donner à ces personnes-là, déjà si tu les avais dans tes équipes, qu'est-ce que tu ferais? Et si tu avais un conseil à leur donner pour trouver leur place et maîtriser les codes de l'entreprise qui ne sont pas évidents, ce serait quoi? Oula, c'est beaucoup de questions Ouais, j'ai un petit peu. qui m'évoquent pas mal de choses. La première, je dirais, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire ne pas se sentir à sa place, penser qu'on n'a pas la légitimité, etc. Peut-être les neuroatypiques, mais peut-être moi je me sens tout à fait typique, mais en fait. Enfin non, bon ok. J'ai rien dit. C'est ce qui a été dit tout à l'heure par Béatrice, je crois, c'est que finalement on est tous qu'une personne, et soi-même, donc oui. Voilà. Donc je dois avoir beaucoup de biais aussi, mais je vous donne une anecdote. J'ai une amie qui a fêté une crémaillère et qui m'avait invitée à cette crémaillère et ça faisait genre 20 ans qu'on était sortis de l'école. Et j'ai rencontré un garçon qui était de ma promo à l'école, qui m'a demandé ce que je faisais. À l'époque, j'étais directrice générale de Mars France. Et il me dit « Ah, ça m'étonne pas, tu as toujours eu un leadership incroyable. » Et franchement, je suis tombée de ma chaise parce que je ne m'étais jamais vue avoir du leadership quand j'étais à l'école. Bon, il se trouve que j'étais présidente du bureau des élèves, que j'avais été choisie par mes collègues. Mais franchement, je n'en avais aucune conscience. Et ce syndrome de pas être à la hauteur, de pas y arriver, etc. J'aime bien raconter ça parce que personne ne me croit, vu comment je suis aujourd'hui, où j'ai l'air tellement sûre de moi, n'est-ce pas? C'est que, pour que vous me croyiez, dans ma classe d'âge, on pouvait sortir de l'école à 14 ans. Maintenant, l'école, c'est jusqu'à 16 ans. Mais moi, à mon époque, on pouvait sortir de l'école à 14 ans. Et pour ça, il y avait un examen qui s'appelait certificat d'études. Et comme il n'y avait pas de brevet, en fait, à ce moment-là, ils avaient supprimé le brevet. Ma sœur avait passé son brevet, ma sœur aînée, mais moi, j'avais plus de brevet, ils l'avaient supprimé. Du coup, mon père m'a inscrite au certificat d'études parce que j'avais tellement pas confiance en moi qui s'est dit que j'allais arriver au bac, j'aurais jamais eu d'examen et que potentiellement je pouvais rater mon bac juste parce que j'aurais perdu mes moyens. Donc, il m'a inscrite au certificat d'études. Donc, vous voyez, c'était pour sortir de l'école à 14 ans. Donc, c'était franchement pas l'élite des classes qui passait ces examens pour vous dire genre des preuves de calcul mental. Il y a autant d'élèves dans la classe. Vous achetez une télé 500 francs, on vous fait 10% de remise, combien la payez-vous? J'étais quand même la seule à pouvoir donner une réponse. C'était à quelle température doit être l'eau du bain pour un bébé et tout ça, c'était pour arriver à se débrouiller dans la vie. Mais j'ai quand même pleuré pendant 1 mois que je n'aurais jamais mon certificat d'études. Donc mes sœurs se foutent encore de ma gueule aujourd'hui parce que j'ai pleuré pendant 1 mois que j'aurais pas mon certificat d'études. Donc c'est pour vous dire que c'est une preuve que je suis partie de loin et qu'est-ce qui m'a permis d'avancer. Et c'est ce que je pourrais donner comme conseil, si je peux me permettre de donner un conseil, c'est de dire que à un moment donné, il faut se regarder, il faut accepter de regarder ce qu'on sait faire, il faut accepter de regarder ses réussites. Il faut écouter les feedbacks positifs parce que
Je sais plus où j'ai entendu ça encore. Je me demande si c'est... Je sais plus. Genre, si on a 30 feedbacks positifs et qu'on dit oui, mais ça, par contre, c'est le truc sur lequel il faudrait que tu fasses des progrès, on va retenir que ça. Donc, comment c'est retenir, entendre les feedbacks positifs que les gens vous donnent pour prendre de la confiance en vous. Et j'ai réécouté à l'occasion de cette journée Brené Brown, que tu connais certainement, une chercheuse justement qui fait un TED, par exemple, je vous invite à le lire, sur la vulnérabilité, et qui parle de la worthiness. Donc, en tant qu'ancienne de L'Oréal, because I'm worth it, n'est-ce pas? En fait, because I'm worth it, ça a été un peu déformé justement, genre à L'Oréal, parce que je le vaux bien. Mais en fait, au départ, ça a été inventé par une femme vraiment qui pensait à parce que j'ai de la valeur, quoi. En fait, et reconnaître sa valeur. Et elle dit à la fin, I am good enough, quoi. C'est-à-dire, en fait, reconnaître sa valeur pour au fur et à mesure gagner cette confiance et être conscient aussi de ses failles. Ce qu'elle dit aussi, Brené Brown, c'est qu'elle dit que le plus important, c'est les connexions qu'on est capable de créer. Et personne, le leadership, c'est amener des gens à vous suivre. Personne ne va suivre les Superman ou les Superwoman. Ce qui inspire, qui crée la connexion, c'est justement la faille de chacun. Donc, être conscient de ce qu'on est, de sa valeur, de sa faille et du pouvoir qu'on a à pouvoir justement se connecter avec les autres. Et ça, ce que tu dis, ça soulève l'importance du miroir reformant, parce que malheureusement, quand on a un miroir déformant de ce qu'on est, c'est-à-dire que les gens peuvent réagir par la surprise, par l'agacement, ça aide pas justement à construire cette valeur de soi, ce sens du soi qui peut être un peu déformé quand on a ce retour-là aussi, et ça peut arriver pour pas mal de personnes, de se prendre ce retour-là, tu sais, et du coup de se dire, finalement, à force qu'on me dise que je suis pas normale, c'était le témoignage de l'amiral, qui, on se dit comment on arrive à construire une confiance en soi quand la société ou l'école vous a dit que vous étiez un cancre, etc. Et l'importance du regard et du miroir reformant, c'est très important aussi, tu vois. Et je pense que chez les femmes, il y a aussi une particularité, une circonstance aggravante. Je sais pas, c'est génial d'être une femme, moi je suis très contente, mais il y a aussi ce rapport à l'humilité, au questionnement, à la remise en question, qui fait au final qu'on est sur des sables en mouvement de la confiance en soi. Qu'est-ce que t'en... Tout à fait. Ce qui me vient aussi en t'écoutant, c'est trouver des alliés. Parce qu'effectivement, au milieu d'un COMEX chez L'Oréal, je n'ai pas besoin d'être neuroatypique pour être différente. Hein. C'est-à-dire que je pense que j'étais je suis même sûre, la première personne à rejoindre le comité exécutif de L'Oréal dans un job opérationnel. J'étais patronne de la division professionnelle, c'est-à-dire tous les coiffeurs du monde. Et j'étais la première à avoir un job comme celui-là sans avoir fait toute ma carrière chez L'Oréal. Donc, par exemple, j'ai dit que j'habitais Strasbourg. Mais quoi? Mais t'habites Strasbourg? Mais comment tu fais? Mais genre, un Parisien normal comprend même pas comment on peut habiter Strasbourg. Pourtant, ça l'empêche pas d'aller à Deauville tous les week-ends. C'est beaucoup plus près d'aller à Strasbourg que d'aller à Deauville quand on fait Strasbourg-Paris. C'est facile. Paris-Strasbourg, ça paraît le bout du monde. Mais donc, je veux dire, à un moment donné, je pouvais pas me permettre, quand j'ai débarqué là-dedans, autour de cette grande table très impressionnante, à aller imposer une vision ou un point de vue. Donc, ça veut dire trouver des alliés, trouver des circonstances où on va pouvoir justement influencer en prenant les gens un par un, en se faisant comprendre, en ayant des porte-paroles aussi. Je pense qu'il y a des stratégies à trouver. Le réseau un peu. Exactement, de réseau, interne, justement d'utiliser sa capacité à se connecter pour aller trouver ses alliés. Ça fait, elle était rêvée cette transition, n'est-ce pas? Parce que ça fait la transition parfaite justement sur la table ronde qu'on va avoir le plaisir de recevoir juste après toi, qui concerne les réseaux internes.